Je vais appeler donc Agnès et Jacques pour la séquence suivante, avec Jean-Baptiste et Jérémy également. Finalement, on voit qu'il y a énormément de cohérence et finalement, les témoignages qu'on a eus jusqu'à présent, en parlant de personnalisation notamment, en parlant aussi d'expérience, que ce soit usager ou client, nous ramènent à la notion de comportement. Et je crois que le thème des comportements va être central dans ce que vous allez nous présenter là. Juste 2 petits mots sur Agnès Baillot, donc, qui va animer cette séquence. Agnès est secrétaire générale d'Esprit de Service France. Agnès est aussi déléguée expérience client et à la direction relations clientèle de GRDF. Et j'ai le plaisir de dire également que Agnès est présidente du réseau de femmes de GRDF. Bravo Agnès. Et Agnès et Jacques, vous allez d'ailleurs co-animer cette séquence. Jacques, tu es président du GIECO IPBC et vous allez nous parler notamment de ce que nous allons faire ensemble avec Esprit de Service France. À vous la parole. Merci Nandini. Pour démarrer, et avant de passer la parole à Jacques, donc, je rappelle qu'Esprit de Service France est partenaire du GIECO, que Jacques anime avec brio. On avait organisé un webinaire, c'était en novembre dernier, j'espère que vous l'aviez suivi. Et Jacques nous exposait tous les bénéfices qu'on pouvait tirer du GIECO. Alors pourquoi Esprit de Service France est partenaire du GIECO, qui est vraiment qui traite tous les sujets de comportement avec beaucoup d'experts de toutes ces sciences du comportement, parce que le comportement, on l'a vu ce matin et là aussi en début d'après-midi, finalement c'est au cœur de tous nos sujets, qu'il s'agisse du monde du sport, de la gendarmerie, d'Yves Rocher, de toutes les entreprises qui ont témoigné ce matin. Moi, j'ai noté beaucoup de verbatim autour de nos systèmes de valeurs qui reviennent très souvent. J'ai noté aussi un travail d'introspection que la gendarmerie est en train de demander. Il y a plus de... on n'a plus le rapport d'étonnement quand il y a une personne qui prend son poste. On n'est plus sur un travail d'introspection. On voit que le vocabulaire change, même chez nos gendarmes. L'attention à l'autre, l'attitude, la volonté de faire un projet. Et derrière le projet, c'est l'équipe. Ça, beaucoup, le monde sportif nous l'a beaucoup illustré. L'état d'esprit, l'état d'esprit d'une équipe. La confiance, la transparence, et que ce soit Jean-Yves ou Céline nous ont encore rappelé dans le rapport avec le client. L'entreprise à mission, je vais finir par là aussi, d'Yves Rocher, la raison d'être et beaucoup de sens. Donc on voit que finalement, on en parlait au déjeuner ensemble avec Jacques, les comportements, les attitudes, c'est un peu le nerf de la guerre actuellement. Tout à fait. Très brièvement, pour me présenter, moi je suis médecin de formation, comportementaliste. Je travaille sur les liens entre les disciplines, notamment les neurosciences, et les domaines pratiques comportementaux, facteurs humains, on va dire, dans le domaine des entreprises. Et en fait, depuis déjà pas mal d'années, on va dire les spécialistes du comportement éprouvent le besoin de créer un lien avec la société dans laquelle nous vivons et pour laquelle nous travaillons, si on peut dire, alors que ce lien est établi dans pratiquement tous les autres domaines. Heureusement qu'il existe l'OMS, même si on peut lui reprocher des choses dans la période actuelle. Heureusement que dans toutes les disciplines, il y a un lien entre les recherches fondamentales et les domaines applicatifs. En technologie, c'est particulièrement flagrant. Et puis dans le domaine du facteur humain, c'est probablement parce que c'est des disciplines relativement récentes, le lien n'est pas fait ni entre les disciplines, ni pour l'essentiel avec la société. Ça se fait, mais dans le désordre. Et donc l'idée, c'est la recherche, oui, mais pour qui et pourquoi. Et on a donc fait passer un manifeste depuis 3 ans, 2 ans et demi,
auprès des scientifiques de la trentaine, quarantaine de disciplines du facteur humain. Et il est ressorti une vague, presque une déferlance d'accord sur oui, on veut aujourd'hui faire plus que de la science, faire plus que des publications, on veut avoir une fonction sociale, sociétale, et donc se coordonner. Donc croiser les disciplines et puis les croiser également avec les métiers du terrain, que ce soit les métiers du facteur humain évidemment, mais que ce soit les métiers tout court, parce que le facteur humain est partout. C'est un peu aujourd'hui comme s'il était à la fois partout et nulle part. On ne l'enseigne pas à l'école, on l'enseigne très peu dans les métiers, on l'apprend plus tard aujourd'hui, on ne peut pas dire les ressources humaines aujourd'hui essaient d'impliquer de plus en plus les acteurs dans des formations et des sensibilisations, mais il y a en tous les cas un gros retard à rattraper, et puis surtout, il y a d'énormes synthèses à faire. D'où l'idée de faire un GIEC, pas pour le climat cette fois, mais pour le climat social, on va dire au sens plus large, et pour faciliter la mise à disposition de ces connaissances-là. Donc faire des rapports, des gros rapports, tout d'abord, exhaustifs de toutes ces disciplines, d'aller sortir des connaissances croisées et robustes, et puis d'aller faire des livrables qui soient co-développés avec des scientifiques et des acteurs de terrain pour qu'ils soient opérationnalisables en quelques pages dans les métiers, dans les secteurs d'activité, et ensuite avec la convection complète, comme on l'a vu sur l'administration. Autrement dit, comment faire que cette boucle fonctionne et comment transformer des choses parfois apparemment insolubles en solubles. Je vais juste donner quelques exemples. On parle beaucoup de biais cognitifs, et je pense que vous avez probablement entendu cette terminologie-là, si ce n'est que vous la connaissez ou que vous la pratiquez. On parle dans le sens de nudge, de leviers qui permettent de s'appuyer sur ces biais pour faciliter l'ergonomie cognitive. Eh bien, c'est à la fois très bien de connaître ça, et c'est plus subtil parce que suivant la façon dont on se cultive, dont on partage le facteur humain, notre cerveau a ses biais dans certains cas et dans d'autres postures ne les a pas. C'est donc à la fois des leviers d'ergonomie et dans d'autres cas c'est des pièges parce qu'on s'enferme dans des difficultés qu'au fond on pourrait contourner autrement. Donc c'est pour dire, c'est subtil. La question c'est comment on va le faire, et on a lancé récemment l'Alliance depuis l'automne dernier, l'Alliance pour le GIECO, parce qu'on voit bien que si on attend qu'on passe par les institutions internationales pour le faire, ça va être très long. D'où notre idée numéro 2, c'était pas seulement de se fédérer entre nous, ça a été de se fédérer avec les acteurs de terrain, et donc de créer d'abord des groupes 2 pour les acteurs de l'économie, qui remontaient des problématiques et des attentes, et on a déjà traité des premières infos qui sont publiées sur notre site, c'est ipbc.science, International Panel on Behavior Change. Ça, c'est la version anglaise de GIEC. Donc vous avez certains premiers petits rapports qui ont été faits. On en a fait un d'ailleurs sur Covid et comportement durable que vous pourrez consulter, c'est un premier petit rapport. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui comment est-ce qu'on peut regrouper des acteurs de tous ordres, des acteurs de l'économie, on est là pour ça, et d'autres acteurs sur est-ce qu'on veut s'offrir un GIEC avant que le facteur humain ne nous déborde. Pourquoi ? Parce que je termine là-dessus. Tout bouge très vite. On n'a plus le temps de s'adapter d'une génération sur l'autre. Est-ce qu'on est accompagné, est-ce qu'on est préparé pour pouvoir faire bouger le facteur humain? Donc à la fois on a des gens, on le voit bien, les générations Z, bien plus matures que dans le passé en matière de sens, etc., etc. Mais il faut innover, le commerce qui va avec, le marché qui va avec, le management qui va avec. Deux je pense qu'ensemble on fera mieux que isolément. Et c'est pour ça que à mes côtés, il y a dans l'Alliance 2 personnes qui vont se présenter elles-mêmes et qui vont expliquer pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont dans l'Alliance, qu'est-ce qu'elles attendent aujourd'hui, on le disait tout de suite, on a moins fait de choses qu'on en a en projet, mais effectivement, on verra que certains n'ont évidemment pas attendu le GIECO pour agir, mais malgré tout, nous pensons que nous allons faire beaucoup mieux ensemble. Peut-être Jean-Baptiste. Allez, voilà. Bonjour, donc moi c'est Jean-Baptiste Leroy, donc je suis un des responsables de l'entreprise LSDH.
Peut-être juste 2 mots, parce que certains connaissent peut-être l'entreprise, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Donc L, c'est pour laiterie. SDH, c'est pour Saint-Denis-de-l'Hôtel, parce qu'en fait, le siège de l'entreprise est juste à côté d'Orléans. Donc c'est une entreprise familiale qui a maintenant une centaine d'années, qui est dirigée par la 3e génération de famille, donc c'est la famille Vasnex qui est toujours à la tête. Et donc initialement, c'était une laiterie qui a dû s'adapter au cours des 100 dernières années. Donc là, le facteur humain a dû être énormément important, notamment au cours des 20 dernières années. Juste pour vous donner une idée, c'est une entreprise où il y avait à peu près 250 salariés, et en l'espace de 20 ans, on est passé à 2000 salariés. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de problématiques à intégrer en très peu de temps. Bref, pour revenir, on était une laiterie au départ, on est toujours une laiterie, mais la laiterie a dû s'adapter pour finalement devenir maintenant un conditionneur de tout type de liquide, donc toujours du lait évidemment, mais également des jus de fruits, des softs, des boissons végétales, puisque c'est maintenant aussi la grande tendance. Et l'entreprise s'est développée en proposant aussi maintenant des conditionnements de légumes, de salades en sachet. Donc on travaille pour les marques distributeurs, on a nos marques à nous, et on a aussi des marques partenaires, et parmi celles-ci, donc il y a une belle histoire, qui est la marque C'est qui le patron. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Donc C'est qui le patron, en fait, l'intégralité du lait qui est fait pour C'est qui le patron est fait à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Le jus de fruits aussi, il y a un jus de fruits qui existe, mais en gros le point de départ de C'est qui le patron, c'est le lait qui est fait sur la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Alors pourquoi on a décidé de rejoindre le GIECO? Pourquoi on a dit oui quand Jacques est venu nous voir? Déjà, il y a un premier postulat, c'est qu'en tant qu'entreprise, on doit faire face à des transitions et des changements de plus en plus nombreux et pour lesquels il faut réagir le plus rapidement possible. Alors évidemment, il y a la transition écologique, transition économique, transition sociale, transition industrielle. Et au moment où on est rentré dans le GIECO, c'était au début de la crise du Covid. Donc ça a été un formidable laboratoire. Ça nous a permis de tester, nous, au sein de l'entreprise, parce que notre entreprise, c'est une micro-société. Donc finalement, c'est un beau laboratoire scientifique, quelque part. Et voilà, toutes les problématiques, par exemple, de télétravail, de réorganisation, etc., il a fallu qu'on les teste en interne. Bref, tout ça pour dire que finalement, en tant qu'entreprise, le facteur humain, il est absolument essentiel. On a besoin de l'intégrer, puisqu'on a besoin de s'adapter. Et or, pour s'adapter, il faut absolument prendre en compte les hommes et leurs problématiques. Donc en faisant partie du GIECO, finalement, on est aux premières loges. Donc non seulement on peut expérimenter, mais aussi on peut tirer les enseignements des dernières recherches qui sont faites et les appliquer directement dans notre entreprise. Alors on a décidé de suivre aussi le GIECO parce qu'on trouvait qu'il y avait une démarche qui était extrêmement positive. Actuellement, alors, surtout quand on parle de transition écologique, on peut avoir des démarches qui sont très alarmistes, voire négatives. Là, on est plutôt dans une démarche constructive, où on se dit, bah voilà, finalement, il y a beaucoup de solutions qui existent. Le seul problème, c'est ce que tu disais, Jacques, tout à l'heure, c'est que souvent, il y a ce fameux facteur humain qui bloque. Et l'idée est de voir comment on peut trouver les leviers, comment on peut réussir justement à casser ces verrous pour justement faire du facteur humain, non pas un problème, mais d'en faire un atout pour pouvoir avancer et pouvoir progresser. Autre point, projet très ambitieux, international, je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus exactement le nombre de nationalités qui sont dedans. 76. Voilà. Donc du coup, c'est un énorme projet. Nous, en tant qu'entreprise, alors on est tout petit, c'est une toute petite goutte d'eau, voilà, c'est le colibri qui donne sa goutte d'eau, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais en gros, on a 2 options, notamment par rapport aux grandes transitions qui sont les transitions écologiques, où on regarde, je ne vais pas reprendre l'histoire de la maison qui brûle, mais où on décide d'être juste spectateur, ou au contraire, on est acteur et on participe au GIECO. Nous, on a décidé d'être acteur, en quelque sorte de donner notre corps à la science, donc notre entreprise, et de pouvoir tester, expérimenter et remonter finalement ce qu'on a pu tester chez nous en interne. Dernier point, finalement, c'est la méthodologie qui est aussi intéressante. Vous n'avez pas d'un côté des scientifiques, d'un côté des organisations d'État, d'autre côté des ONG. Là, c'est tout le monde autour d'une table et on fait appel à l'intelligence collective. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. On a pu l'expérimenter chez nous depuis de nombreuses années dans l'entreprise. Dès qu'on laisse la liberté à l'intelligence collective, on arrive à mettre en place des projets auxquels on ne soupçonnait même pas qu'un succès puisse être possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de rejoindre. Et puis en fin de compte, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Et nous, on pense que la richesse principale de notre entreprise, ce sont les hommes. On l'a mis dans nos valeurs. On a ambition, passion, humanité. Donc voilà, donc ça faisait vraiment du sens de rejoindre le GIECO. Voilà. Alors déjà, avant de me présenter, je voulais dire que je suis un petit peu ému d'être là avec vous deux et surtout toi, Jacques. C'est vrai que le sujet est important. Je pense qu'on le ressent tous. On sort d'une crise sanitaire, pour certains, leurs magasins ont été fermés,
On était tous inquiets pour notre famille, nos proches. On a été inquiets de ne pas pouvoir peut-être avoir certains produits alimentaires. Donc le moment est grave et je suis ému quand même de voir que bon, il y a des gens comme Jacques, Jean-Baptiste, Agnès et Esprit de Service qui, on le voit dans le questionnaire aussi, a pris à cœur le sujet. Donc je suis content aussi de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent avec les ressources que représentent les sciences cognitives, bien au-delà du nudge. Le nudge, c'est un petit pitch pour nous encourager à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Les sciences cognitives, ce sont des outils pour vraiment réfléchir, prendre du recul sur nos comportements afin de changer profondément. Moi, personnellement, donc, je m'appelle Jérémy Dumont, j'ai été co-organisateur des marches climat en France. Je rentrais d'un voyage, un ami m'a dit « Viens, on va à un atelier pancarte ». Et de l'atelier pancarte, j'ai créé Unis pour le climat. Et voilà, à partir d'un groupe Facebook, on a co-organisé les marches climat pendant 1 an. Ça a été éprouvant, passionnant, incroyable. Ensuite, là, j'ai créé Nous sommes vivants. C'est une association qui réunit des professionnels de l'innovation et de la transformation engagés. Et donc, ça, pendant 1 an, jour et nuit, là aussi, je me suis attelé à faire de la transversalité entre les métiers de la création de produits et de services avec ceux qui travaillent dans la transformation des organisations, des comportements autour de ce pilier RSE qui maintenant se diffuse dans l'entreprise. Et c'est sous cet angle-là que Humans Matter, une entreprise dont je suis assez fier, m'a recruté il y a juste 2 mois, 3 mois. Donc j'espère, comme c'est filmé, que je ne vais pas dire je vais mal présenter cette entreprise, mais bon, j'espère qu'ils seront indulgents. Donc Humans Matter est partenaire du GIECO. Nous sommes une entreprise engagée dans le sens où on équipe aujourd'hui avec des outils digitaux 50% des orthophonistes en France. Donc ça, c'est une activité historique et on est là vraiment à leur côté pour aider leurs patients. Nous sommes aussi là avec des formations managériales dans les grands groupes, des grandes entreprises, Pernod Ricard, Rémi Martin et autres. Et on s'engage pour avoir encore plus d'impact. Aujourd'hui, le premier impact que je découvre en interviewant les collaborateurs, c'est la transmission de la connaissance, ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Le deuxième impact, c'est aider les gens à être encore plus auteurs de leurs actions, ce qu'on appelle l'agentivité. Nous tous, on a envie de bien faire, on a envie d'être heureux, de faire en sorte que la ville, la France, le monde vivent mieux. On rencontre des difficultés dans les organisations. Des fois, on perd confiance dans le fait que les autres sont là aussi pour nous aider. Et nous, on travaille sur ces sujets-là. Donc, Sciences Cognitives, on partage ça. Et ce que j'aime beaucoup sur ce que fait Jacques, et je vous invite à le rejoindre, c'est cette transversalité du monde, dans le monde scientifique. C'est quand même dingue aujourd'hui que les gens dans la philosophie ne parlent pas aux neuroscientifiques, que les gens dans la littérature, les écrivains ne parlent pas assez à des ethnologues. Donc toutes les sciences humaines, aujourd'hui, on a besoin d'elles en renfort, on a besoin qu'ils se parlent pour nous aider à ouvrir des perspectives pour demain en vraiment mettant l'humain au cœur, c'est-à-dire au-delà d'être un papa, au-delà d'être un employé, au-delà d'être un patient. Nous sommes tous des humains. L'autre jour, j'étais dans la rue, j'ai demandé à quelqu'un pourquoi faudrait-il se préoccuper du vivant. Et il m'a dit parce que nous sommes vivants. Mais tout est dit. C'est tellement simple que ça nous échappe. Voilà. Bien, peut-être oui. Avons-nous des questions dans la salle? Sinon, ils sont tous endormis, j'ai l'impression. C'est presque l'heure de la digestion. J'ai emprunté un micro éventuellement pour passer à la salle. Du coup, qu'est-ce qui a été servi comme pain? J'en ai pris, c'était du Bordeaux. Oui. Donne-nous des exemples d'études, Jacques, de recherche. J'ai envie, et c'est exactement, c'est la question. C'est la question que je voulais aborder juste après, en rebondissant. D'abord définir, bien sûr, ce qu'est le GIECO et l'Alliance, mais dans l'Alliance, pourquoi Esprit Service France avec le GIECO et réciproquement? Je pense que
esprit de service, son ADN, c'est le facteur humain. C'est la curiosité aussi et l'exploration. Et je pense qu'on a tout de suite très fort accroché avec Maryse notamment et tous les autres acteurs que j'ai rencontrés dans l'esprit de service France. Il y a aujourd'hui, comment dire, un levier de développement. C'est pour ça que rebondir me plaît bien comme terminologie. C'est sans doute le grand facteur de développement. Non pas que la technologie va s'arrêter, non pas que le monde va arrêter de se développer, mais aujourd'hui, le grand facteur qu'on a sous-exploité, sous-développé, les gens n'ont pas attendu pour se développer que les entreprises, les organisations les accueillent. Mais on l'a vu dans le questionnaire qui a été donné, quand il y a un décalage entre la maturité des gens, leur esprit critique, la recherche de sens et le déficit d'offres, il y a un terme que l'on connaît tous dans l'économie qui s'appelle le terme de crise. La crise, c'est pas parce que c'est un destin qui nous tombe sur la tête, c'est parce qu'il y a un décalage entre le terrain et la gestion du terrain, que ce soit la santé, que ce soit le management, que ce soit la gouvernance. Alors, je ne crois pas que ce soit une situation particulièrement critique, il y a toujours des tensions, mais il faut savoir tirer des leçons des crises, et je pense que c'est une bonne opportunité que de se dire, et le facteur humain dans tout ça. Je pense qu'il est au cœur de tout, il est la chose la moins connue, et pourtant, on croule sous les connaissances dans ce domaine-là. Je vais vous donner juste un petit exemple que vous connaissez là aussi toutes et tous. Kahneman est à l'heure, il y a quand même quelques décennies qu'ils ont fait des travaux, en tous les cas, qui ont été publiés, objet du prix Nobel de Kahneman, puis tout à l'heure dans l'application économique, sur les systèmes 1 et système 2, donc un système automatique, un système adaptatif. Toutes les sciences cognitives le savent, mais ça a pris des formes différentes dans les disciplines. Eh bien, le nudge, par exemple, s'est intéressé au fait d'équiper le système 1, c'est-à-dire le système automatique. Mais on a quand même un système 2 qui fait qu'on parle tous ensemble, qu'il y a des congrès sur le système 1 qui sont pilotés en système 2, par contre. Et c'est être quand même très résigné que de penser qu'un humain, il fonctionne en système 2 une majorité du temps. Non, c'est un système d'économie. Vous êtes au volant, il y a des moments où vous êtes en mode automatique parce que vous faites des choses connues et maîtrisées. Mais quand c'est imprévu, vous basculez en mode adaptatif, système 2. Eh bien, les entreprises doivent basculer en mode adaptatif, ça va de soi. C'est une compétence. Et les modes de management sont antinomiques. Ils sont antinomiques, c'est juste symétrique. Il y a la routine d'un côté, il y a la curiosité de l'autre. Il y a la persévérance d'un côté, il y a l'adaptation de l'autre. Il y a la binarité, vrai-faux, d'un côté, il y a la nuance et la subtilité de l'autre. Il y a l'arbre décisionnel d'un côté, les certitudes, et de l'autre côté, la relativité, les plans A, les plans B, les plans C, pour éviter le planter, comme j'aime à dire. Et puis, après, vous avez l'empirisme, c'est-à-dire on fait ce qui est connu, ce qui a déjà été mesuré, ou on invente par la rationalité, par l'expérimentation, des choses nouvelles. Et en dernier lieu, il y a l'empirisme social, ce qui se fait, et puis il y a l'opinion personnelle, l'assertivité. Et je terminerai là-dessus pour juste l'illustrer. Les sociologues ont fait, enfin certains sociologues avaient fait, un sociologue même avait fait une petite anecdote qui était le paradoxe d'Abilène. Comment, quand on n'est pas dans l'authenticité du discours dans un groupe, là c'était une famille, eh bien on prend des décisions collectives stupides, dans lesquelles chacun sait que c'est stupide, mais personne n'ose le dire. Et c'est qu'après qu'on se bouffe le nez, et c'est absurde. Voilà. Et ça, c'est un déficit culturel, et plus on travaille ça, plus on travaille l'authenticité, et plus on s'aperçoit qu'on n'y perd pas. Non, c'est pas du bisounours, c'est de l'efficience. Voilà. J'ai juste une petite question, parce que parfois je me dis qu'ils peuvent être les grands absents. Le monde syndical n'est pas dans fait pas partie de vos partenaires ou... Il est invité, alors on n'en a pas encore, mais on compte bien. J'ai déjà, moi personnellement, en tant que consultant à côté de mon métier de médecin ou de psy, travaillé assez souvent avec des syndicats. Et oui, on bosse bien, on espère bien, mais on se lance. Hein. Donc oui, on espère bien qu'on aura des syndicats, des ONG, hein, Greenpeace est en train d'arriver, peut-être, on espère. Il faut tout le monde, parce que je pense que on est tous biaisés, hein, on a tous des prismes, mais je pense qu'il faut déprismer à un moment donné, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gère le réel. Et la lucidité, c'est savoir passer de l'angoisse, qui est normale au début, à l'efficacité, c'est-à-dire c'est quand même en ouvrant les yeux qu'on arrive et en ouvrant le cerveau qu'on arrive à résoudre.
Voilà, donc oui, c'est vrai, il faut tout le monde. C'est pas... J'oubliais par exemple tout à l'heure dans la présentation, le groupe 3, j'ai parlé du groupe 2 de l'économie, le groupe 3 c'est les autres parties prenantes et on a fait un groupe 4 pour les acteurs de la culture, de la formation, de l'éducation, parce que c'est un élément absolument clé dans le background culturel. C'est vrai qu'il faut réinventer, il faut inventer la société de demain. Tout bouge trop vite aujourd'hui pour se contenter de la culture d'avant. Ça ne marchera pas. Merci. Alors, tu as parlé de nudge pas mal, Jacques. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier dans la salle. Peut-être qu'il faudrait que tu expliques. On a vu tout à l'heure, j'y pensais quand Céline d'ailleurs faisait sa présentation, l'État s'y est mis aussi, il me semble, depuis 2016 à peu près. Mais ça vaut le coup peut-être de passer quelques minutes là-dessus. Alors le nudge, un des premiers qui a été réalisé en France, il ne s'appelait pas nudge à l'époque, mais ça revient à ça, c'est quand pour les greffes d'organes, on était passé de ceux qui, avant leur mort, disaient si je meurs, accidentellement, avant ma mort de vieillesse, je suis d'accord pour qu'on prélève mes organes pour faire des greffes. Et évidemment, on avait très peu de donateurs parce que qui pensait à aller signaler à l'époque à un organisme public qui voulait donner ses organes s'il avait un accident de la route ou je ne sais. Donc évidemment, on manquait terriblement. Donc là, en fait, on crée un problème qui était qu'il fallait penser avant de mourir accidentellement, plus jeune que son âge, donc avec des organes en bon état, il fallait penser que si on mourait, on allait donner ses organes. Et évidemment, quand on était mort accidentellement, on pouvait difficilement le dire. Donc on avait un nudge négatif, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on y pense, et une infime minorité y pensait. Dans les enquêtes, 90% des gens disaient, si on me l'avait demandé, j'aurais dit oui. Bon, vous savez ce que le déclaratif vaut, mais enfin quand même. Donc un jour, il a été décidé, en 1976, qu'on allait faire l'inverse, qu'on était supposé donneur, sauf si on laissait la trace qu'on était contre, ou si on avait dit à ses proches qu'eux, ou si la famille s'y opposait. On est quand même passé de 10 à 70% de personnes mortes dans les conditions susdites qui peuvent donner des organes aujourd'hui, donc on a sauvé énormément de gens. Ça va quand même mieux aujourd'hui. Alors certains ont dit les nudges, ça manipule des gens parce que on fait en quelque sorte, là j'ai pris l'exemple, c'est le choix par défaut. Bah oui, mais dans le premier choix par défaut, on ne se souciait pas de savoir s'il y avait des victimes dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. On essaie de faire un lien entre ce que les gens souhaitent et ce qu'ils pourront faire sans passer leur temps à y penser. Donc là, on est typiquement au cœur des nudges de type système 1, faciliter des choses. Et puis il y a les nudges de type système 2, moi je dirais volontiers, c'est Yuka, si vous connaissez l'application. Ben, c'est ce qui vous permet, en scannant un flashcode, enfin en faisant un flashcode d'un code barre, ou d'une, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit dessin, QR code, voilà, c'est ça. Ben, vous avez une réponse à des questions que vous vous posez. Vous auriez aimé avoir les réponses avant, mais vous ne saviez pas où les trouver. Là, vous avez une réponse facilitée. Ça aussi, c'est de l'ergonomie cognitive. Mais là, ça branche le système 2, ça fait réfléchir. Et donc, il n'y a pas de bon et de mauvais nudge. Le nudge, c'est rendre la distance entre ce qu'on pense et ce qu'on veut et ce qu'on fait plus petite. Souvent, on dit que c'est que les gens disent des choses et en font d'autres. Ben, moi, je dirais la première chose qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on pense, c'est parce que c'est compliqué, trop, et qu'il faut le simplifier, comme le disait juste avant le service plus. Voilà. Donc, je dirais, voilà, c'est une façon d'illustrer, donc c'est de l'ergonomie cognitive. On parle bien de l'ergonomie du poste de travail. Le cerveau, c'est un muscle comme un autre, il a besoin d'un peu d'ergonomie pour fonctionner bien. Donc il faut y penser, ça suppose de prendre du temps pour réfléchir à qu'est-ce qui fait que ça bloque. Je travaille avec des sociologues dans le GIECO aujourd'hui, par exemple, et quand on analyse ce pourquoi les gens font ou ne font pas, c'est jamais ce qu'on attend. D'où l'intérêt des études. Parce que quand on met en application ce qu'on comprend, ben ça marche mieux. On dit après c'est curieux, tiens, les gens s'y mettent. Ben non, ils s'y mettent pas. C'est qu'on leur a créé l'action possible. Voilà. C'est bien moins compliqué et bien moins négatif qu'on ne le pensait. Hein, c'est soluble. Mais encore faut-il poser le problème. Un problème insoluble étant un problème mal posé, dit Einstein, je crois que c'est pas faux, y compris pour nous-mêmes. Un cordonnier mal chaussé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'en ai plein encore dans ma poche, mais je ne peux pas monopoliser la parole. Quelle heure est-il? On a le temps. On a le temps, c'est ce que je vois.
En attendant qu'il y ait d'autres questions dans la salle, il y a eu des témoignages, je trouve, vos témoignages à tous les deux étaient très, 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 très forts. Finalement, par rapport à ce qui s'est dit ce matin, où on parlait à la fois de projets individuels et de projets collectifs pour rebondir, tu as pris avec toi, Jacques, deux représentants qui ont à la fois une histoire personnelle et aussi une histoire collective. J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu plus, finalement, comment est-ce que la rencontre entre projets individuels et projets collectifs fait bouger justement les comportements et permettre de rebondir. Alors, je peux commencer, si tu veux. Je crois que la complexité qui est devant nous, c'est que les enjeux sont économiques et sociaux et environnementaux. C'est pas ou, c'est et. Et les résultats de l'étude, donc j'avais fait aussi le questionnaire, j'avais beaucoup apprécié la profondeur des questions et vraiment là il y a vraiment une belle exploration. Je suis un petit peu déçu des résultats quand même. De ce que les personnes ont exprimé. Je ne vois pas de grands changements, je ne vois pas de profondément changement. Alors, donc nouvelles offres de produits et de services. Pas énormément. Nouvelles organisations, pas énormément. Le prix, non, pas vraiment. Quand même, plus de services et de personnalisation. Qu'est-ce qui se passe ? On vient tous de vivre une période très très difficile. Normalement, moi, je me serais attendu, si on pose la question, à vraiment des curseurs, mais énormes, quoi. Donc, alors peut-être que ça prend du temps. Peut-être que la prise de conscience, le passage à l'acte, voilà, peut-être ça prend du temps, ça c'est une hypothèse. Peut-être qu'il y a d'énormes freins dans les entreprises, peut-être qu'il n'y a pas les chiffres. Alors on est tous avec des masques, mais on attend le chiffre, c'est-à-dire combien de consommateurs pourront acheter mon alternative environnementale à mon produit qui a un impact négatif. J'ai pas le chiffre. Alors pour revenir, si je peux me permettre, Jean-Baptiste, pour revenir sur l'enquête, comme on l'a dit au début, je ne sais pas si tu étais là au tout début quand j'ai présenté quand j'ai présenté ce matin les résultats sur comment repenser le travail, ou la partie plutôt organisationnelle. L'enquête, là je vous ai donné 1/100 de ce qu'il y a dedans. On a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a énormément de contributions. Il y a plus de 1800 idées. On a extrait des groupes verbatim certains thèmes. C'est pour ça que ça paraît globalisé et que c'est un peu global. Et parce qu'on ne peut pas, sur un PowerPoint, et c'est ça la difficulté du PowerPoint, c'est qu'on ne peut pas manipuler de manière dynamique les données. Et si vous adhérez à Esprit de Service France, vous aurez les codes de l'enquête Toc4, donc vous aurez véritablement l'accès à pouvoir manipuler les données comme vous le souhaitez et aller au cœur de ce qui est le plus important, c'est-à-dire de ce que disent et surtout comment disent les gens par rapport à la thématique et au pourcentage. Là, je vous avais en plus on a essayé de modéliser l'évolution par rapport à ce que nous avons fait comme enquête en 2020 et en 2021. Toujours est-il que nous, ce que l'on voulait absolument vous présenter, c'était ce qui était déterminant pour l'association Esprit de Service France, c'est la tendance, les quelques tendances qui sont significatives, mais je crois que le gros travail d'aujourd'hui et de demain, c'est véritablement d'aller de plus en plus en profondeur, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Jacques, parce qu'on ne peut pas faire évoluer ni les entreprises, ni les organisations, ni nous, les associations, ni personne, si on ne prend pas suffisamment de recul, si on n'analyse pas suffisamment en profondeur et si on ne passe que des PowerPoint. Et ça, je pense que c'est déterminant pour demain, c'est qu'on est trop en surface et pas assez en profondeur. C'est peut-être que le changement aujourd'hui, voilà, on le vit, on a envie de le faire advenir au niveau individuel par rapport à la question, et que maintenant, c'est au niveau du collectif. Donc, le responsable marketing regarde du côté du consommateur. Le consommateur regarde du côté du responsable marketing, qui lui regarde du côté de l'actionnaire. Et c'est peut-être ça, un des grands enjeux qui est devant nous. C'est effectivement que nous tous, on a envie, on sent que c'est important.
Ensuite, quand on questionne l'organisation et l'ensemble des parties prenantes, on est peut-être un petit peu, on manque de confiance, on ne sait pas si on va être suivi. Alors, par contre, on a un excellent exemple justement de belle dynamique collective avec Jean-Baptiste. Donc, en fait, il y a deux cas différents. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est le consommateur, nous. On est dans un modèle de schizophrénie perpétuelle. C'est-à-dire que tout le monde veut consommer bio, tout le monde veut manger Yuka, Nutri-Score ou n'importe quoi, peu importe. Tout le monde veut finalement un produit éthique qui rémunère tout le monde. Mais au final, si ça pouvait pas être cher, ça serait bien quand même. Donc la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a on parle de facteur humain depuis le début, là, depuis 40 minutes. Et le facteur humain, là, on est vraiment au cœur du problème du facteur humain. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, c'est des grandes évidences, personne va être contre, mais dans la réalité, quand on retombe dans son individualité, quand on est face, je vais parler du rayon, parce que c'est ce que moi je connais le plus ici, finalement, on a un comportement presque un peu égoïste et on en oublie certaines choses. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire évoluer ces choses-là? C'est apporter du sens. Ça peut paraître évident, mais on apporte du sens. C'est-à-dire que le nombre de choses que vous achetez, finalement, vous ne savez pas du tout à quoi est lié le prix derrière. On a une déconnexion complète par rapport au prix. Alors, je parlais tout à l'heure du cas C'est qui le patron, parce que c'est un cas d'école, donc c'est un cas qui a bien fonctionné. Il y en a plein d'autres, et avant C'est qui le patron, nous, chez LSDH, il y avait d'autres concepts qui existaient. Vous avez peut-être entendu parler, c'est à la mode en ce moment, on en parle beaucoup, c'est les accords tripartites. Qu'est-ce que c'est un accord tripartite? Ça paraît une évidence, surtout dans le monde agricole, c'est le parent pauvre. Dans le monde agricole, le producteur, il est en bout de chaîne, c'est lui qui subit tout. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'accord tripartite? Autour d'une table, on va mettre un distributeur, une enseigne, on va mettre un producteur et on va mettre un industriel. Et on fait un contrat qui va être aligné sur 5 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça veut dire que le producteur qui va avoir une visibilité sur 5 ans sur ce qu'il va vendre. Il faut quand même se rendre compte qu'un producteur, je parle du lait, puisqu'on a évoqué le cas du lait tout à l'heure, le producteur laitier, il était jusqu'alors dépendant des fluctuations du prix du lait, c'est-à-dire zéro visibilité, avec un travail, avec des heures pas possibles. Le concept dont on a parlé, là, C'est qui le patron, a permis de changer finalement le paradigme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a demandé, déjà, on a parlé avec les producteurs. Donc nous, la chance qu'on a avec LSDH, c'est c'est plusieurs dizaines d'années qu'on a reconnecté avec le monde agricole, qu'on est connecté plutôt avec le monde agricole, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on connaît les problématiques des producteurs. Ensuite, on a essayé d'impliquer le consommateur en lui disant, plutôt que de t'imposer un prix, consommateur, on va t'expliquer comment ça fonctionne au niveau du prix. Qu'est-ce qu'il y a derrière le prix? Donc au début, on se demandait comment ça allait fonctionner. Puis finalement, on se rend compte que quand on lui dit, pour 1 centime de plus sur le prix de la brique de lait que tu achètes, ça va permettre, par exemple, d'avoir du lait français, plutôt que du lait, on ne sait pas d'où il vient. Ah, ok, 1 centime, c'est rien, c'est que dalle sur une brique de lait. 2-3 centimes, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de mieux rémunérer le producteur laitier. Grâce à ces 3 centimes de plus, il va par exemple pouvoir avoir 1 semaine de vacances. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à payer 3 centimes? Oui, je suis d'accord. Et finalement, le consommateur, il va construire lui-même son cahier des charges. Il y a des trucs qu'il va accepter, d'autres qu'il ne va pas accepter. Mais il va construire le cahier des charges. Et quand il va acheter sa brique de lait, 80 centimes, 1 euro, peu importe le type de produit d'ailleurs, mais quand on l'implique, finalement, il sait ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand il achète, il y a du sens. Et malheureusement, le problème qu'on a, c'est qu'on a complètement déconnecté l'amont avec l'aval. Et le monde agricole était complètement déconnecté. Ça, c'est un exemple qui a bien fonctionné et qui est devenu une évidence. Juste pour information, quand le projet est arrivé de C'est qui le patron, donc c'est Nicolas Chaban qui a l'initiative, donc qui est arrivé avec l'idée. Encore fallait-il transformer l'idée. L'idée était bonne, mais il faut la transformer. Je crois qu'il est allé voir d'autres laiteries et tout le monde lui a dit mais ça, c'est mort, ça marchera jamais, c'est un flop assuré. Là encore, on est dans le facteur humain, c'est-à-dire que certaines fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas, et puis on a cette arrogance de dire « moi, je sais que ça ne marchera pas ». On n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc la chance qu'on a eue, nous, dans notre entreprise, c'est que notre patron a dit « moi, je tente, banco, on y va ». Il faut se rendre compte quand même que le lait C'est qui le patron, c'est 50 millions de briques vendues par an. C'est le plus gros lancement de produits qui a été réalisé, je crois, au cours des 10-20 dernières années, avec un concept marketing qui est à peine du marketing, finalement. Donc comme quoi, quand on se ferme dans des certitudes, on passe à côté d'énormément d'opportunités. Et si on est dans la logique du rebondir, justement, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur, c'est de se dire que oui, pour rebondir, il va falloir sortir de sa zone de confort.
on va prendre des risques, il va y avoir des perturbations, ça va tanguer un peu, il va falloir qu'on tire des bords, mais si on ne fait pas ça, il y a des exemples, il y en a plein des exemples d'entreprises, Kodak, Nokia, qui se sont dit, de toute façon, le numérique, ça ne marchera jamais. Mais regardez, vous avez tous un smartphone. Voilà. Donc, finalement, je pense que quand on arrive à inverser le paradigme, on en crée des nouveaux, et je crois que c'est ce qu'on a besoin de faire. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on enclenche ça. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup. Ouais, c'est une question par rapport aux changements qui sont à l'œuvre entre l'individuel, le collectif, le local, le global, le monde d'avant et le monde d'après. Comment est-ce que vous analysez l'impact des réseaux sociaux dans leur capacité à faire de l'instantané et de l'universel? C'est justement pour ça qu'on va faire des rapports, pour essayer d'apporter des réponses sérieuses. Mais bien sûr, on a des opinions. Nous, dans nos métiers, comme vous en avez. Donc oui, je dirais la première chose qui fait qu'un comportement peut devenir absurde, c'est le découplage, si je peux dire, entre le périmètre dans lequel on vit, l'écosystème dans lequel on vit, et les conséquences que ça a au-delà. Donc tout ce qui interface de façon trop aveugle, le numérique qui crée de la distance, les grandes entreprises mondiales qui font que les réseaux entre les producteurs, les transformations, les consommateurs, et l'impact indirect, c'est la première chose qui fait que les comportements sont décalés. Et c'est pour ça qu'en impliquant, c'est une des meilleures façons de recréer du sens, d'abord, du désir d'autre part, de l'engagement, de la solidarité. Je lisais une petite enquête récemment sur la solidarité. Quand on interviewe les gens dans tous les pays, ils disent « moi, la solidarité dans ma famille, pas de problème. La solidarité avec mes voisins, pas de problème. Sur mon territoire, à la rigueur, pas de problème. » Après, je ne sais plus ce que ça veut dire parce que j'ai l'impression que c'est un puits perdu, que c'est le tonneau des Danaïdes, que c'est sans fond. Et donc, ça porte un nom en psychologie, c'est l'impuissance apprise. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que quoi que je vote, quoi que je dise, ça ne sert pas à grand-chose, et en plus, c'est dilué par la masse. Il faut tout faire pour recréer du sens, pour recréer du lien, pour recréer un sentiment d'action, et tout cela, ça porte un nom. Je vais donner un exemple que je cite souvent, le domaine de l'aviation, civile ou militaire, ce qu'on appelle le système du REX, retour d'expérience ou RETEX, qui fait qu'il y a des boucles partout. Le système est apprenant, et il l'est vraiment. Vous avez vu ce qui est arrivé à Boeing, qui a pris des risques, qui a essayé de les cacher. Le leader mondial s'est fait tacler parce qu'il y a plein de systèmes de boucles partout qui font que le système empêche justement ça. Et bien, ça marche, et le plus lourd que l'air ne tombe pas. Alors on peut dire plein de choses sur l'aviation, sur la quantité de CO2 et j'en passe, mais en tous les cas, ça montre que l'humanité, quand elle est gérée avec le facteur humain au centre, parce que là, c'est clair que si elle a à ce point progressé, c'est parce qu'il était intégré. Alors oui, on peut faire des choses intelligentes, toutes compagnies confondues, tout constructeur confondu, pays blacklisté ou pas, ça tombe pas. Donc c'est dire à quel point on peut être très bon quand on est intelligent collectivement. Mais c'est une bonne réponse. À l'opposé de ça, c'est chaque fois que le système est clusterisé, qu'il est coupé en tranches et que ça ne communique pas, là on a des processus aberrants. Et c'est là que les crises surviennent. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Internet peut à la fois nous rapprocher et nous séparer. Quand on peut être anonyme sur Internet et dire ce qu'on veut, c'est absurde. La loi l'empêche dans la rue, pourquoi on peut sur Internet? Bon, on aurait voulu créer les conditions pour des dérapages, on n'aurait pas fait mieux. Donc voilà, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. À l'opposé, Internet crée des liens extraordinaires. À nous d'être intelligents, ce n'est pas l'outil qui pose un problème. Ce n'est même pas les GAFA qui posent problème, ou les GAFAM. C'est peut-être qu'il faut une culture qui va avec, et une loi qui va avec, et beaucoup de choses. Bref, le facteur humain n'est pas le problème pour moi, c'est qu'il faut le piloter quand même. Quand on a un attelage à 7 milliards de chevaux qui tirent dans tous les sens, il faut quand même un petit peu comprendre comment ça marche, quoi. C'est un peu ça le sujet. Mais je ne suis pas du tout pessimiste, moi, personnellement. Je pense que... J'ai souvent une image, on est un peu comme un chauffeur de poids lourd qui traverse les Alpes, vous voyez, sur un col, et dans chaque ligne droite, s'il ne tourne pas au prochain virage, il est mort. Mais il tournera. Alors, il faut tourner, quoi, quand il faut tourner. C'est tout. C'est tout bête. Alors évidemment, si on veut se faire peur en disant on ne tournera pas,
oui, on peut avoir être éco-anxieux, quoi, ou socio-anxieux, ou ce qu'on veut. Mais bon, normalement, on est intelligent, et on l'est. Et il faut se donner les moyens de l'être. Voilà. Donc bravo pour ESF en tous les cas, parce qu'on est au cœur d'un des leviers du développement de la société, de l'économie et des entreprises, c'est le facteur humain, assurément. Et le service client est un élément important. Oui. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin, Jacques ? Moi, je pense que ça peut être le mot de la fin, sauf question, sauf bien sûr rebondir sur ESF, parce que cette coopération, pour moi, je considère véritablement que le monde économique est un levier majeur de changement. Je ne sais pas si vous avez vu le baromètre Edelman, Elan Edelman, qui traduit un petit peu le niveau de confiance des citoyens français ou dans le monde vis-à-vis des organisations en général. C'est de loin l'entreprise qui tire le plus son épingle du jeu sur le fait de garder la confiance de ses employés. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a la même confiance en tant que vis-à-vis de son marché, mais vis-à-vis de ses employés. C'est un gros atout, je pense qu'il faut rebondir dessus, pour le coup, et miser dessus. Le facteur humain, c'est lui qui fait toute la modernité, toute l'innovation, mais le manque de coordination et de connaissance pourrait constituer un risque. Et ce risque, aujourd'hui, il faut en faire un atout. Merci. Voilà, exactement, les deux, puisque nous sommes la main dans la main. Merci. Merci beaucoup à vous.